Fourcade, bonjour. En tant que chercheur, vous avez travaillé sur les TPE et leur lien avec le développement local. Et donc, ma première question est la suivante. Quels sont les grands enseignements que vous voudriez nous partager? Bien, d'abord, bonjour Véronique et merci. Pour répondre à cette question, autrement dit, pourquoi ce domaine de recherche, hein? En fait, il faut remonter un petit peu et remonter au moment où Michel Marchenet, bon, qui a été mon directeur de thèse, qui a créé, etc. Michel Marchenet est arrivé à Montpellier au début des années 70, frais et moulu de l'agrégation, qui n'était pas d'ailleurs encore l'agrégation des sciences de gestion, mais de sciences économiques, option gestion, n'est-ce pas? Nous sommes au siècle dernier. Est arrivé avec beaucoup de projets, parce que lui, il fourmille toujours de projets, et avec tout au moins un double objectif. D'abord, susciter la création d'un groupe de recherche, ce qui n'était pas si évident à cette période-là. Et d'autre part, avec la volonté, lui, il arrivait de la région parisienne, n'est-ce pas, mais avec la volonté de travailler sur le tissu économique local. Donc ça, c'était, si vous voulez, les objectifs qu'il s'était fixés et qu'il nous a en quelque sorte fixés au premier qu'il a réuni. Et en fait, dans cette optique, vers la fin des années 1970, il y a un double mouvement qui apparaît. D'une part, ce que Denis Maillat, qui était professeur à Neuchâtel, a appelé un retournement des hiérarchies spatiales. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que c'était une époque, la fin des années, disons la deuxième moitié des années 1970, où les grandes régions traditionnelles industrielles se sont trouvées en difficulté. Hein, on pense bien sûr à la sidérurgie, antérieurement aux mines, etc. Et simultanément sont apparues de nouvelles régions qui n'étaient pas nécessairement suscitées par la volonté des pouvoirs publics de développer ces régions et qui ont témoigné d'une dynamique territoriale propre. Ça, c'était la première direction. La deuxième direction, c'est qu'à peu près à la même époque, on a vu apparaître la PME comme objet ou champ de recherche, on ne savait pas trop encore ce dont il s'agissait à ce moment-là. Et donc, face à cette double dynamique, finalement, de champ d'objets de recherche, moi, je considère que, je ne suis pas la seule, le concept de proximité peut expliquer, si l'on peut dire, le rapprochement et même l'interférence entre les deux. Bon, du point de vue de spatial, du point de vue territorial, ça se comprend. Bon, mais c'est toute l'école de la proximité qui, à la suite des chercheurs en économie régionale, bon, il y a André Thor, il y a Bernard Pecker, Jean-Benoît Zimmermann et bien d'autres, donc ont développé l'école de la proximité, et avec l'idée, bon, d'abord que la proximité géographique jouait, hein, et que cette proximité géographique suscitait, si l'on peut dire, d'autres formes de proximité qu'on a appelées de façon générale, je ne vais pas rentrer dans les détails, une proximité organisée. Et donc, cette proximité organisée dépend de jeux d'acteurs qui sont dans un territoire donné. Donc ça, c'est la première proximité. La deuxième proximité, qui se rattache à la PME, ça c'est en fait à Olivier Torres qu'on doit l'idée, qui dit que la PME est un mix de proximité. Et reprenant les caractéristiques de la PME qui avait été développée par Pierre-André Julien, il parle de proximité fonctionnelle, proximité hiérarchique, proximité stratégique. Et il dit d'ailleurs que le management de la petite entreprise est un management de proximité à opposer au management à distance des grandes entreprises. Et donc finalement, il parle de la loi proxémique, hein, qui dit qu'on fait plus avec ce qui est proche qu'avec ce qui est loin. Et donc, en fait, ça signifie que la petite entreprise n'est pas seulement située dans un territoire donné, mais elle y est ancrée et qu'elle va rechercher justement dans cet environnement des appuis favorables pour se développer. Donc, à la suite de cela, dans les années 90, vont se développer nombre de contributions à la suite du concept de district industriel qui avait été suggéré à la fin du 19e siècle par Marshall, qui parlait des secrets de l'industrie qui sont dans l'air, mais à propos des grandes métropoles
industriels de l'Angleterre, Manchester, Leeds. Et ce concept a été repris notamment par Becattini, qui est à la source, pour expliquer le développement qui était assez incroyable d'ensemble de petites et très petites entreprises dans ce qu'on a appelé la troisième Italie ou l'Italie du milieu, entre l'Italie du Nord, qui était symbolisée à ce moment-là, ça a beaucoup changé, j'étais à Turin récemment par la Fiat, et puis d'autre part l'Italie du Sud, qui était quand même en état disons, de sous-développement. Donc cette troisième Italie, extrêmement dynamique, donc avec cette notion de district industriel. Après, alors cette notion ce concept a été largement développé par nombre de chercheurs. On a eu les districts technologiques, les technopoles, les clusters, etc. Si on veut synthétiser cela, et quand même j'ai pas mal travaillé sur ces questions-là, justement, entre développement régional et donc un petit peu économie régionale et dynamique régionale, et puis d'autre part, évidemment, la PME, on peut synthétiser, si on peut dire, autour de deux concepts. D'une part, les systèmes productifs localisés, bon, qui ont été beaucoup développés. Moi, j'ai beaucoup travaillé, notamment avec des chercheurs du CIRAD, sur les systèmes agroalimentaires localisés. Bon, on a même commis un ouvrage avec 2 co-auteurs. Donc, d'une part, qui témoignent, qui sont fondés, disons, sur une dynamique d'appartenance à un territoire et donc d'une idée, d'une culture commune finalement. Et puis d'autre part, alors qui ont été développés notamment par le groupe de recherche sur les milieux innovateurs avec Denis Maillat dont je parlais tout à l'heure, mais beaucoup d'autres, les milieux innovateurs qui là aussi témoignent plutôt d'une dynamique d'apprentissage et qui ne sont pas nécessairement, mais qui peuvent être localisés. Donc voilà, actuellement, le développement a continué, les pôles de compétitivité, et puis finalement le dernier avatar, non pas avec un mauvais sens, disons, qui est bien entendu les écosystèmes entrepreneuriaux. Encore que, il y a beaucoup de personnes qui travaillent là-dessus, notamment il y a Christina Teodorakis qui avait soutenu sa thèse à Montpellier, qui fait une très très belle carrière maintenant, qui est à Toulouse Business School, une carrière internationale. Et donc sur ces écosystèmes entrepreneuriaux, peut-être donc avec des jeux d'acteurs effectivement localisés, mais peut-être avec une dimension du territoire qui est moins forte. Le territoire n'est pas considéré comme un acteur comme ça l'était dans les concepts précédents. Bon, alors on continue à travailler là-dessus. Là, très récemment, avec Stéphanie Lou et Christophe Léronas, qui sont tous les deux à Toulouse. Stéphanie à l'université Toulouse 3 et Christophe à Toulouse Business School. On a rédigé ensemble un chapitre sur concilier logique entrepreneuriale et individuelle, je lis le mot exa et dynamique collective, qui est dans un ouvrage qui doit paraître très prochainement, qui s'appelle Dynamique collective et territoire, et qui est coordonné par Thérèse Albertini, Anne Albert-Comarias et Philippe Terramorsi. Donc voilà, ça continue. Et je pense que c'est effectivement, au-delà peut-être de maintenant, ça ne veut pas dire qu'on se désintéresse et qu'on dénie toute l'idée des écosystèmes entrepreneuriaux, mais peut-être, et ça c'est une voie de recherche que je pourrais suggérer, peut-être justement se rapprocher un petit peu plus du concept de territoire acteur. Voilà, pour des gens qui travaillent en entrepreneuriat, c'est pas antinomique. Voilà ce que je pourrais dire à propos de ce premier champ de recherche et domaine. Merci pour ces éclairages. J'ai une autre question autour d'une autre thématique. Vos recherches ont aussi porté sur les entreprises artisanales, donc beaucoup plus petites. Que pourriez-vous suggérer comme piste de recherche à de futurs doctorants? Voyez-vous des pistes novatrices encore à explorer? Alors, l'artisanat, là aussi, c'est une longue histoire. Et pour me référer à ce que j'ai dit en commençant, c'est-à-dire le fait qu'avec Michel Marchonnet, qui souhaitait travailler sur le territoire local, bon, ce qui était la région Languedoc-Roussillon à ce moment-là,
bon, 99% des entreprises étaient des TPE, pas nécessairement des entreprises artisanales, mais des TPE, c'est-à-dire moins de 20. L'entreprise artisanale, c'est moins de 10, en principe. Ça peut dépasser de quelques-uns, mais enfin, ça reste dans cette zone. Donc, si on voulait travailler sur le tissu économique local, on n'avait pas le choix, j'allais dire. Même sur la région actuelle, qui est la région Occitanie, en fait, il y a des sous-régions, hein, finalement. Bon, parce qu'il y a le pôle de Toulouse, évidemment, avec l'aéronautique, mais autour de ce pôle, où il y a évidemment Airbus et d'autres, il y a une myriade de petites et toutes petites entreprises qui sont souvent des hautes technologies, mais qui sont quand même très petites. Donc, ça reste absolument d'actualité, la TPE. Et sur l'entreprise artisanale, effectivement, pour travailler sur ces TPE, on s'est rapproché assez rapidement de la chambre qui était alors la chambre régionale au niveau du Languedoc-Roussillon de métiers et de l'artisanat, qui était située à Montpellier, le siège était à Montpellier, et donc on a beaucoup travaillé avec eux. Donc sur les TPE et les TPE artisanales. Sur l'artisanat, j'allais dire que ce n'était pas un champ de recherche qui était très exploré, même en sciences de gestion. Ce n'était pas vraiment exploré. Il y avait eu quelques thèses, etc., mais vraiment, c'était très, très mineur. Au début de la décennie 2000, on a eu une opportunité. On a eu une opportunité, l'Institut supérieur des métiers, qui est un organisme qui s'occupe de recherche et d'études pour l'entreprise artisanale, bon, financée d'ailleurs par partie par la conférence des chambres de métiers, mais aussi par d'autres sources, donc a été sollicité par la profession, donc par la Confédération des chambres de métiers, pour réfléchir sur l'avenir de l'artisanat et de l'entreprise artisanale. Et plutôt que de faire, parce qu'ils avaient déjà fait beaucoup d'études, hein, plutôt que de faire une énième étude, Claude Fournier, qui était à ce moment-là responsable des études, a eu l'idée de lancer ce qu'ils ont appelé le réseau artisanat université. Autrement dit, de rapprocher deux mondes qui s'ignoraient, l'université, j'ai dit qu'il y avait très peu d'universitaires qui s'étaient intéressés à la question, et d'autre part l'artisanat. Et pour ce faire, ils ont lancé les clubs de dirigeants et d'artisans dirigeants dans différentes régions en France. Mais comme on était fléché, si l'on peut dire, notre équipe de recherche, comme s'intéressant aux petites, très petites entreprises, plus même qu'à la PE et la PME, très petites entreprises, et qu'on savait que, bon, c'était connu qu'on travaillait avec l'artisanat, on a été le premier club. Mais ensuite, il y en a eu d'autres en Pays de Loire, en Lorraine, à Toulouse aussi, bon, il y en a eu d'autres. Bien. Alors, qu'est-ce que c'était? En fait, il y avait un triple objectif de recherche, mais aussi de recherche-action. Donc, pour fournir des informations, bien sûr, à la profession, puisqu'ils voulaient savoir quel était l'avenir, finalement, de l'entreprise artisanale, mais aussi avec l'idée de publication académique. Bon. Donc, on est entré, là, ça a duré quasiment 8 à 10 ans, une décennie quasiment. Et donc, alors, comment ça se passait, ces clubs d'artisans dirigeants? On était universitaires, quelques-uns qui travaillaient sur donc, cette question. Il y avait notamment Marion Polge, Michel Marchenet, bien entendu, mais Marion Polge qui s'est beaucoup investi. Et puis, bon, moi, j'y étais aussi. Et donc, on rencontrait une douzaine, une quinzaine, jusqu'à 12-15 artisans. Ces artisans nous étant fournis, mettons des guillemets, par la chambre de métier. Ce n'était pas nous qui allions à la rencontre, ce qui veut dire qu'ils fléchaient quand même des artisans qui avaient été déjà engagés, disons, dans une représentation au niveau des chambres, donc qui étaient assez ouverts hein, sur une réflexion. Donc une douzaine, une quinzaine d'artisans, et puis nous en face. Et donc ça signifiait qu'on avait 3 fois par an des séminaires, donc de brainstorming, avec ces artisans, et entre-temps, on allait chez eux faire des entretiens individuels, restitution, etc. Donc 3 séminaires. Le premier, on définissait la thématique. Le deuxième, on approfondissait. Et le troisième, un séminaire de restitution. Et ensuite, éventuellement, de notre part, publication.
il y a eu plusieurs thématiques, toutes ces thématiques ayant été choisies par les artisans. Ce n'est pas nous, les universitaires, qui les avons proposées, ce sont les artisans, avec une transversalité, stratégie de l'entreprise artisanale. Même si on avait eu des réflexions disant « mais l'entreprise artisanale, ça n'a pas de stratégie, c'est trop petit pour… » Ben si, et ils ont d'autant plus important qu'ils en aient une s'ils veulent durer. On a donc plusieurs thématiques, deux véritablement ont porté, j'allais dire, l'enthousiasme, à la fois des artisans et de nous. Le développement, la croissance de l'entreprise, qui a été la première thématique abordée, choisie, parce que je dois dire que le premier séminaire, les séminaires se tenaient à l'université. Ça, c'était la volonté des organisateurs. Il n'était pas question d'aller les chambres. Après, on allait les voir chez eux pour connaître leur entreprise, pour discuter de leur entreprise plus particulièrement. Mais les séminaires, donc brainstorming, étaient à l'université. Bon. Premier séminaire, on se regardait un petit peu en se demandant ce qui allait se passer. Et puis, en fait, ça a très bien marché immédiatement. Et donc, le premier thème qui a émergé, ça a été la croissance de l'entreprise. Et un autre thème qui a été considérablement développé, ça a été celui de l'innovation. Il y a eu aussi celui de la GRH, en disant d'ailleurs que ça n'a pas tant été la gestion des ressources humaines que la gestion des relations humaines dans la TPE. Sur ces deux thématiques, le premier, la croissance. En fait, on n'a pas parlé de croissance, parce qu'on a parlé de développement. Et que une idée force quand même qui a émergé et sur lequel on est encore en train de travailler actuellement, et notamment pour une publication avec Marion Polge et Martin Spence. Donc, la thématique du développement et d'un développement par non-croissance. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'entreprise se renforce, qu'elle se concentre sur ce qui est très important dans l'entreprise artisanale, son cœur de métier, ce qu'on pourrait assimiler aux compétences distinctives, mais peut-être pas seulement, j'allais dire. Et que, se concentrant sur son cœur de métier et sur ses forces, finalement, sur ses ressources forces, eh bien, elle va accroître sa valeur ajoutée, accroître son chiffre d'affaires, développer sa clientèle, s'étendre, mais sans nécessairement recruter, par exemple, et croître. Parce que c'est une des caractéristiques aussi de l'entreprise artisanale. Certaines croissent, deviennent des entreprises plus grandes, mais pas toutes. Et d'autant plus que l'artisan est maître en son métier, justement, et que même s'il apprend à gérer, dans un certain nombre de cas, il sait, il est conscient qu'il ne faut pas qu'il dépasse une certaine taille. Ce que, à l'époque, Michel Marchonnet avait appelé l'hypofirme. Mais maintenant, on a creusé justement cette idée avec l'artisanat sur ce développement par non-croissance. Alors, on en a caractérisé deux, donc à l'issue de ces séminaires, de ces réflexions, un développement incrémental. Et alors là, ce qui a été remarquable, c'est que dans ce club de dirigeants artisans, les artisans se sont saisis des concepts qu'on avait, nous, formalisés. Et donc, moi, j'ai entendu un artisan lors d'une réunion au Conseil économique et social, qui s'appelle maintenant Conseil économique et social environnemental, parce que l'Institut supérieur des métiers nous avait demandé donc de faire connaître nos recherches. Eh bien, un artisan qui, face à un conseiller, lui a parlé du développement incrémental. Et j'avoue que le conseiller l'a regardé avec des yeux un petit peu étonnés, mais pour dire qu'ils se sont saisis finalement de ce qu'on avait ensemble co-construit. Donc, il y avait le développement incrémental, donc sans saut, justement, mais régulier, constant. Et puis, un développement par coévolution, c'est-à-dire en gardant, se concentrant sur le cœur de métier et en coopérant avec d'autres artisans de la même branche ou pas, sur ce que l'on peut, en quelque sorte, externaliser. Donc ça a été le premier, le développement, ça a été vraiment très intéressant. Donc je dis qu'on continue à creuser cette idée, notamment, alors là, du point de vue publication, du point de vue académique. Et ce qui est intéressant à considérer, c'est qu'au départ, notre adossement théorique, c'était la stratégie.
stratégie PME, avec notamment bon, le fameux diamant de Marchenet qu'on a tordu dans tous les sens, on en a fait des grilles, des grosses grilles, des grilles très bon, enfin bref, toujours, et on l'utilise toujours. Mais plus récemment, on s'est appuyé en fait sur l'approche ressources-based view, mais bon, en considérant les limites posées par cette approche. Parce que d'abord, dans l'approche, j'allais dire, la première approche, le dirigeant n'existe pas. Alors que dans l'entreprise artisanale, il est le cœur, il est le centre de l'entreprise, comme dans toutes les petites et très petites entreprises. Et puis la deuxième critique, ce n'est pas nous qui l'avons dressée, hein, ça a été fait par des auteurs justement à la suite des premières approches de la RDV, c'est qu'en fait on ne s'intéresse qu'aux ressources sinon matérielles, parce qu'il y a des ressources immatérielles, mais aux ressources objectives, disons, sans prendre en compte ce que sont les ressources subjectives, que sont les connaissances et les compétences du dirigeant. Et ces connaissances, ces compétences qu'il acquiert d'ailleurs dans son environnement, là aussi de proximité, on revient à ce qu'on disait au départ. Et donc, en fait, considérer ces ressources subjectives. Donc, ça nous a amené à passer bon, de l'approche RBV initiale, j'allais dire, à l'approche par les capacités et par les capacités dynamiques, les capabilities. Et où l'on voit que justement, le cœur de métier est un socle pour les capacités dynamiques que peuvent l'entreprise. On est en train de travailler là-dessus et je crois que ça c'est une voie de recherche justement qui pourrait être développée, même si a priori cet adossement théorique, les capacités dynamiques, c'est pareil, c'est pour les grandes entreprises. C'est pour les grandes entreprises. Mais on se rend compte justement que dans ce développement par non-croissance, eh bien, c'est une ressource donc académique, une ressource théorique qui est extrêmement intéressante et qui mérite d'être développée. Donc voilà. Alors bon, on travaille là-dessus, hein, on a des publications en cours. Il y a un autre, si j'ai encore une minute, il y a un autre sujet sur lequel on a beaucoup travaillé avec les artisans et qu'on n'a pas encore exploité, ça va venir, d'un point de vue publication, enfin pas autant qu'on aurait pu, c'est celui de l'innovation. Alors là, l'innovation, on est resté plusieurs années dessus avec les artisans. L'innovation, la première réaction quand l'idée a été suggérée, je me souviendrai toujours de la réaction d'une femme, d'artisan, mais c'était elle qui venait au séminaire, et elle était, bon, bien entendu, co-directrice avec son mari, qui lui était l'artisan de son métier. Elle nous a dit, l'innovation ne fait pas partie du dictionnaire de l'artisan. Et comme nous, quand même, on connaissait les entreprises. Là, c'était une entreprise de ferronnerie ordinaire, mais ferronnerie d'art, qui avait évolué vers une ferronnerie. Mais qui continuait à produire des portes, etc. Autre chose plus élaborée, travaillant avec les bâtiments de France. Enfin bon, bien. On a dit, mais attendez, quand vous avez fait ça dans votre entreprise, c'était bien de l'innovation. Ah oui, mais ça, c'est pas pareil. Pourquoi? Parce qu'on perçoit innovation technologique, bien entendu, il n'est pas question évidemment qu'ils déposent des brevets. Mais ils sont en innovation constante, et notamment organisationnelle, et notamment stratégique. Donc, on a parlé de démarche innovante. Toujours, si vous voulez, avec cette idée d'incrémental. On ne fait pas de saut, technologique, mais on innove constamment, parce que de toute façon, si on n'innove pas, on meurt. On meurt. Donc ça, c'est un sujet sur la démarche innovante. On a construit des grilles. Marion Paul, j'ai beaucoup travaillé sur ces grilles justement stratégiques, hein, qui sont à la fois donc des grilles d'analyse, mais aussi des grilles de définition de stratégie. C'était l'objectif du diamant stratégique de Marchenet. Hein. Mais on l'a beaucoup, enfin, notamment Marion qui a beaucoup travaillé là-dessus, les a beaucoup enrichis. Et donc, là, il y a vraiment des développements à tirer. Bon. D'ailleurs, là récemment, j'étais à une table ronde qui réunissait Franck Henry, qui a publié récemment un livre qui s'intitule L'innovation, pourquoi faire, donc un peu provocateur. Et puis d'autre part, il y avait Philippe Mutrici qui est de BPI France, le Lab.
Bon, et ils ont discuté sur cette question de l'innovation. Donc, peut-être, comme on parle de consommation régulée, comme on parle, etc., peut-être aussi réfléchir sur ces formes d'innovation et qui sont très caractéristiques justement de la petite entreprise où on parle justement de démarche et non pas de saut, mais qui entraîne évidemment pour l'entreprise. euh, et ça, effectivement, c'est aussi un domaine de recherche à exploiter sur l'innovation en TPE. Nous, on est sur l'entreprise artisanale, mais enfin, plus largement d'ailleurs, on a élargi au TPE et pas uniquement à l'artisanat. Il y a un domaine qu'on n'a jamais utilisé, et là, c'est en matière de méthodologie. On est toujours qualitatif. On a toujours eu enfin, en ce qui concerne moi mes publications et tout ce que j'ai pu faire, notamment sur l'artisanat avec Marion, mais aussi sur les systèmes productifs localisés, les systèmes agroalimentaires localisés, etc. Toutes ces relations au territoire. Enfin personnellement, j'ai toujours travaillé en qualitatif, c'est-à-dire sur des cas d'entreprise, soit des approches multicas, soit cas uniques, avec tout ce que ça nécessite comme bétonnage, si on peut dire, bien entendu, méthodologique. Hein. Bon, mais ça, enfin, on connaît, je veux dire, on n'est pas les seuls. Hein. On n'a jamais touché le quantitatif. Bon, notamment sur les recherches sur les écosystèmes entrepreneuriaux. Hein. Je vois les doctorants actuellement qui travaillent sur ces domaines, etc. Bon, ils font souvent une approche quali pour délimiter le sujet, et ensuite ils font une étude quanti. On n'a jamais fait ça, et je pense que ça serait aussi sur la TPE, même si ce n'est pas très facile, hein, et a fortiori sur l'entreprise artisanale, mais ça serait une voie, j'allais dire, à explorer. Voilà, aussi qu'il y a des suggestions qui pourraient. Voilà, et voilà ce que je continue à faire, puisque actuellement on est avec Marion Polge, bon, qui a été mon étudiante, bien entendu. Tous ceux qui sont aux affaires, à Montpellier ou ailleurs, ils ont été nos étudiants avec Michel Marchenet, et c'est très plaisant d'ailleurs de travailler avec eux. Hein. Et puis avec Martin Spence, qui est de l'école Telfair Business School de l'Université d'Ottawa, et sur justement cette question du développement de la TPE par non-croissance. Voilà. Et là, on est en travail là-dessus. Donc, on continue, bien sûr. Merci, Voilà. merci Colette. On voit toutes ces pistes de recherche et on se dit, mon Dieu, mais il faudrait Il y plusieurs a à faire, oui, oui. pour faire tout ça. En tout cas, Et c'est merci. ça qui est intéressant. Oui, C'est merci pour Martinet qui cet disait qu'il échange. faut être passionné, et c'est vrai. Et ça, alors là, je crois que là, on a pris ça, entre autres choses de lui, la passion finalement dans la recherche. Voilà. Merci. Merci à toi. Merci Colette.